Bonjour à tous. Le jeudi 12 mars dernier, l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi, et l'ancien président, donc le président sortant, Joseph Kabila, se sont rencontrés. Les deux chefs de la coalition au pouvoir en RDC ont mis les points sur les i concernant la vie de la coalition, les soubresauts, les tensions qu'il y a eu entre les deux leaders, entre les deux camps au pouvoir, et il s'en est sorti quelques décisions très importantes. Les deux camps, les deux chefs de la coalition ont reconnu des problèmes, des excès de langage de certains cadres de leur parti. Il a été question de mettre sur pied un cadre de concertation de très haut niveau, c'est-à-dire entre les deux personnalités, pour qu'à l'avenir, les soubresauts, les malentendus puissent être jugulés à leur niveau. Et il était question également de parler de l'avenir de la République démocratique du Congo en ce qui concerne la vie politique de la nation. Au sortir de cette rencontre, donc, le climat a été au beau fixe et la tension est complètement apaisée, et beaucoup d'analystes politiques, à l'instar de Freddy Mulumba, qui est directeur général adjoint de la RTNC, chercheur, politologue, a salué cette rencontre. Mais avec nous aujourd'hui, il va aller au-delà de cette rencontre. Quel est son regard? Quel est votre regard, Freddy Mulumba, par rapport à cette rencontre? On se disait, mais quand est-ce ces gens, les deux acteurs allaient se rencontrer? Eh bien, c'est fait. Quel est votre point de vue au sortir de cette rencontre? Oui, Adam, je pense qu'il faut d'abord faire un constat. Un constat pour comprendre quelles sont les conditions d'une bonne transition politique réussie en République démocratique du Congo. Vous venez de le dire, il y a une coalition qui s'est mise en place entre les pouvoirs, entre le président sortant, qui représente l'FCC, et le président élu, le chef de l'État, Tshisekedi, qui représente le CACH. Donc il y a une coalition au pouvoir qui gère l'État congolais. Je pense que les Congolais doivent retenir 5 choses, ou bien 5 points importants. D'abord, le succès ou l'échec d'une transition politique dépend des qualités des élites. Premier point. Deuxième point, la politique n'est pas la lutte entre les biens et les mal. C'est un combat douteux entre les préférables et les testables. Troisième point, les crises sont inhérentes à la politique. Tout dépend de la manière de les résoudre. Quatrième point, l'ordre international libéral est en crise. Il y a un ordre mondial du XXe siècle qui est en train de se mettre en place. Cinquième point, le Congo, c'est un enjeu géopolitique, économique majeur. Donc ça, c'est une donne qui doit aider nos élites politiques et intellectuelles de prendre conscience. Mais est-ce que dans le monde, il y a eu des pays qui ont connu pareille alternance au niveau plus haut sommet de l'État, l'alternance politique? Est-ce qu'il y a des exemples concrets? Oui, Adam, il y a d'abord les cas, il y a 3 études de cas. D'abord, il y a la Russie, donc l'Union soviétique vers la Russie. Nous avons l'Espagne, aussi l'Afrique du Sud. Ce sont des cas qui peuvent nous aider à comprendre comment les autres ont réussi. Je prends le cas de la Russie. Vous savez, la Russie a connu un État autoritaire, dictatorial avec l'Union soviétique. Et cette Union soviétique s'est effondrée. Il est apparu un Boris Eltsine. Et la Russie a pris la place de l'Union soviétique. Il y avait beaucoup de pays. La Russie comme un État je dirais indépendant. Mais pourquoi la Russie a réussi de quitter de la barbarie vers un État civilisé? Hélène, c'est une chercheuse française, mais d'origine russe. Il s'appelle Hélène Carrère-Dancause. Il a publié un ouvrage, La chute de l'Empire soviétique, 6 années qui ont changé le monde.
Et dans son livre, Hélène Dancause, elle a pris 3 éléments importants qui ont fait ce que la Russie ait connu un État civilisé. C'est d'abord la personnalité du président Boris Eltsine. De 2, c'est la qualité des élites russes qui ont entouré Eltsine. Et le troisième élément, c'est la qualité de son peuple, le peuple russe. Instruit, courageux, hanté par les souvenirs des tragédies passées et attentif à éviter les retours. Parce que dans le passé de ce peuple qui a tellement souffert, n'a que des tragédies. Des tragédies avec l'ancien empire tsar, avec l'empire soviétique. Ils ont dit, il ne faut pas encore revenir sur ça. Ils ont tiré les leçons de l'histoire. Voilà pourquoi la Russie est passée d'un État barbare, donc l'Union soviétique, vers un État civilisé qui est la Russie. Deuxième élément, c'est l'Espagne. L'Espagne, dans le deuxième cas, l'Espagne a connu la même chose que presque la Russie, mais pas tellement. Mais il y avait une dictature de Franco, une dictature militaire. En 1975, Franco est mort. Et les militaires ont fait appel à Juan Carlos, qui était devenu roi. Et Juan Carlos a fait le choix de la démocratie, et non de la dictature. Donc c'est lui qui était le maillon. Mais pour arriver à ça, qu'est-ce qu'il a fait? De 2 côtés, on a enlevé tous les extrémistes qui étaient au sein de Franco, qui étaient contre la démocratie. Et du côté de l'opposition, on a enlevé tous les extrémistes qui ne voulaient pas qu'on négocie. Donc c'est le travail entre les modérés. Les 2 côtés, du côté de l'opposition et du côté de la dictature, qui ont fait ce que la démocratie s'installe en Espagne. Et pour arriver à ce niveau-là, il y a eu un compromis politique. Le compromis politique, c'était que le pouvoir militaire, l'armée ne va plus s'immiscer dans la politique. L'armée est là pour sauvegarder les intérêts nationaux et l'unité de l'Espagne. Mais maintenant, les hommes politiques, les partis politiques, sont entendus pour mettre en place des structures, un système démocratique qui peut permettre aux gens de s'exprimer. Donc, qu'ils garantissent maintenant, ils ont garanti à l'armée, à la police de ne pas toucher. C'est difficile, mais il fallait faire ça pour que ces compromis aboutissent à un succès. Le dernier cas, le troisième, c'est le cas de l'Afrique du Sud. Vous avez vu, vous avez suivi avec l'apartheid, les Blancs trônaient sur le toit, les Noirs étaient exclus, et Mandela, qui a fait la prison, a été relâché. Mais Mandela a négocié avec de Klerk. De Klerk, c'était le pouvoir du Parti national sud-africain, et Mandela, c'était l'ANC. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exclu de 2 côtés tous les extrémistes, du côté des Noirs, du côté de l'ANC, et du côté du Parti national de Klerk. On a mis aussi de côté tous les Blancs conservateurs qui pensent que c'est une race supérieure. Maintenant, des 2 côtés, Mandela et de Klerk se sont aidés, de façon que si ils mettent les extrêmes hors d'état de nuire, il faut qu'ils fassent une coalition. Et ils sont arrivés à mettre une coalition en place. Et regardez là où se trouve l'Afrique du Sud aujourd'hui. Donc si je prends ces 3 cas, c'est pour dire aux Congolais, on n'a pas inventé la roue. L'histoire des autres peut nous aider à comprendre des enjeux et comment en sortir. Mais comment il faut faire? Parce que là, vous avez cité 3 cas, et par rapport à certaines cultures aussi de ces pays-là, la Russie, vous avez dit, parce que le peuple était déjà très éveillé, nous avons une autre culture tout autre. Comment peut-on faire maintenant, nous? Quel est le cas qui convient le mieux? Ou bien doit-on repenser l'État, la politique, l'enseignement, les élites d'une autre manière? Oui, c'est une leçon d'histoire. En 60, il y a eu un conflit entre Lumumba et Kasavubu. Lumumba premier ministre, Kasavubu président. Kasavubu a révoqué Lumumba a révoqué Kasavubu. C'était la confusion totale. Mais derrière Lumumba et Kasavubu, il y avait les services de renseignement occidentaux qui étaient les ficelles parce qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir un Congo indépendant. Sinon, les richesses du Congo allaient échapper. Mais comme dans ce temps, Lumumba et Kasavubu n'avaient pas compris les enjeux. Ils se sont affrontés. Et puis il y a un troisième larron, c'est Mobutu. Donc dans ce qui se passe aujourd'hui, il faudrait que les médias
les intellectuels jouent un grand rôle. Ça signifie quoi? Il faut que les débats politiques quittent la rue. Il faut que les débats politiques soient dans des institutions. Au Parlement, par exemple, il y a un problème qui se pose, on va détourner l'argent. Le Parlement doit débattre ça. Les médias, que ce soit les médias officiels, doivent en faire un problème. Comme ça, on évite à ce que les débats soient à la cité et soient dans les réseaux sociaux. Parce que on ne peut pas cacher la vérité aujourd'hui. Tout le monde le connaît. Avec les réseaux sociaux, tout le monde est libre. Donc on va laisser la parole à des gens qui ne sont pas habilités, qui n'ont pas de compétences, mais vous cadrez tous ces débats dans une situation, comment dirais-je, institutionnelle. Un débat au Parlement, on a mal géré, et puis les parlements s'en saisissent, la justice suit. De l'autre côté, les journalistes font leur travail d'expliquer à la population, de donner l'information et de proposer des pistes de sortie en faisant appel à des spécialistes. Parce qu'un débat politique, ce n'est pas un débat de tout le monde. Il faut qu'il y ait des gens de compétences qui doivent comprendre et proposer des solutions. Or, quand vous laissez ces débats dans les mains des gens qui n'ont pas compétence en matière, ça tourne dans un chaos. Et ce n'est pas bon. Voilà pourquoi les médias doivent être libérés. Qu'on donne la liberté à tous les médias. Mais qu'on sélectionne qui doivent parler, hein, et quels journalistes, parce qu'il faut dire que nos journalistes sont beaucoup dépassés. Les journalistes ont les attitudes de politiciens. Non, il faut que les journalistes deviennent des professionnels. Vous posez la question, pour que la population sache où est l'information. Maintenant, quand ça se complique pas, la population ne peut pas tout comprendre, on fait appel à un spécialiste, venez expliquer. Si un débat entre spécialistes, c'est bon pour éclairer l'opinion. Mais actuellement, je suis désolé, nos médias ne sont pas à la hauteur. Voilà pourquoi les réseaux sociaux ont pris la hauteur et tout le monde s'est fait maintenant spécialiste. Merci, M. Freddy Moulumba. À la prochaine. Congo